Bienvenue dans Créativité pleine conscience. C'est mon premier podcast, mon premier épisode. Je m'appelle Lolita la Sirène et dans ce podcast, j'ai envie de partager avec vous ma vision de l'art lié au développement personnel et à la spiritualité. C'est une approche qui m'a aidée depuis des années, qui m'aide encore aujourd'hui à débloquer ma créativité. Quand je traverse des périodes où j'ai peur de ne pas être légitime, où je me juge beaucoup, où j'ai peur de ce que vont penser les autres, de ce que je crée, où je me demande si ce que je crée est bien, est valide, etc. Tout ce genre de pensée, en fait, j'ai des outils pour me débloquer et créer plus librement au quotidien. Donc ce podcast est à propos de ça. Bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'alchimie appliquée à l'art. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'alchimie ? Dans l'idée qu'on s'en fait, comme ça, quand je vous dis alchimie, on pense en général directement à une sorte de chimiste qui est un peu un magicien aussi parce qu'il est capable de transformer le plomb en or. Et donc, on peut potentiellement s'arrêter à ça parce qu'on se dit c'est impossible, c'est de la fantaisie et du coup c'est pas intéressant. Qu'est-ce que ça va m'apporter moi dans ma vie de savoir ça ? Eh bien, ça peut apporter énormément. Si on continue à creuser le sujet de l'alchimie au-delà de cette idée première, on va apprendre que l'alchimiste, au-delà de transformer la matière, se transforme en lui-même. Et là, j'utilise le mot transformer à tort. Je devrais plutôt parler de transmutation, qui est un mot qui appartient à l'univers de l'alchimie. Parce qu'en fait, la différence entre transformation et transmutation, c'est que la transmutation, elle implique l'être, elle implique la personne, la manière dont la personne se sent lorsqu'elle est dans son laboratoire, en train d'agir sur la matière, de faire ses expérimentations avec des matériaux. L'alchimiste ne peut pas transmuter la matière si lui-même ne procède pas à une transmutation intérieure de son être profond. L'alchimie est une science qui implique le physique, mais également le psychologique, le philosophique et le spirituel. L'alchimiste, ce qu'il cherche à faire, c'est réaliser son grand œuvre. Son grand œuvre, qu'est-ce que c'est ? Basiquement, c'est réussir à produire la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est symboliquement et aussi potentiellement en réalité, allez savoir, je ne suis jamais rentrée dans un laboratoire d'alchimiste pour le vérifier. En tout cas, moi je vais vous parler de la symbolique de la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est une pierre qui a été tellement transmutée, tellement polie, en tout cas, elle a subi une transmutation qui fait qu'elle est devenue entièrement transparente, de sorte à ce qu'elle laisse passer la lumière. Et à partir de cette pierre philosophale, le but des alchimistes, c'est de créer une médecine universelle. C'est pour ça qu'on parle souvent d'immortalité. Dans Harry Potter, l'alchimiste qui s'appelle Flamel, Monsieur Flamel, c'est quoi son prénom déjà ? Bref, c'est pas grave. Nicolas Flamel, voilà. C'est intéressant ce qui vient de se passer là, parce qu'en fait, c'est au moment où j'ai lâché prise, c'est au moment où j'ai dit, j'arrête de chercher le prénom, que hop, le prénom a surgi. Et restez jusqu'à la fin de ce podcast, parce que vous allez comprendre, c'est littéralement de ça dont il s'agit. Ce Nicolas Flamel, en fait, il a atteint l'immortalité en créant la pierre philosophale. Et donc, toute la symbolique de cette pierre, c'est que l'humain, l'être humain, est totalement accompli une fois qu'il a réussi à laisser la lumière passer à travers lui comme s'il était une matière entièrement translucide. À présent, qu'est-ce que l'art ? Alors c'est une question qui a été posée maintes et maintes fois, qui continue à être posée aujourd'hui, surtout avec l'art contemporain qui s'est littéralement emparé de cette question depuis le début du XXe siècle, avec notamment les surréalistes, les dadaïstes. Vous voyez Marcel Duchamp qui prend sa pissotière et qui l'expose. Déjà, il fait une grosse provocation, mais il pose la question: qu'est-ce que l'art ? Est-ce que j'ai le droit d'exposer une pissotière et dire « ceci est mon œuvre » ? Il y a plusieurs définitions de l'art. Il y a des personnes qui considèrent que l'art, c'est de la technique, que c'est passer du temps à perfectionner sa pratique, à atteindre une maîtrise de son médium. D'autres vont dire que c'est exprimer ses émotions à travers une discipline. Bref, il y a vraiment plein de visions à propos de qu'est-ce que l'art, et je vous invite à me partager votre définition dans les commentaires de ce podcast.
Et je vais vous exposer ici ma vision sur qu'est-ce que l'art. Alors pour moi, l'art, c'est une transformation d'une idée en matière. En fait, c'est la matérialisation de l'inspiration. Là, je ne parle même pas de technique, parce que la technique, pour moi, c'est limite un symptôme de l'art. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui en résulte. Plus on crée, plus on a une technique, plus on est capable de faire de belles choses. Et encore, je ne suis même pas complètement contente avec cette définition que je viens de vous donner là. Bref, j'ai pas envie de parler de technique. Pour moi, il faut absolument oublier de parler de technique quand on essaye de définir ce qu'est l'art. Donc, je le répète, pour moi, l'art, c'est transformer une idée en matière. Et cette idée, elle va nous traverser. Et quand on va essayer de l'exprimer, on va vivre en nous une transformation. Parce que peut-être qu'on ne va pas y arriver à exprimer cette idée et que ça va nous énerver. Si on s'énerve, on va faire une création énervée et donc ce que notre art contiendra, ce sera notre énervement. Mais par exemple, moi qui ai été longtemps bloquée dans ma créativité, je m'arrêtais là, c'est-à-dire que pour moi créer une œuvre en étant énervée et du coup en insufflant à mon œuvre un énervement, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc je me retrouve souvent confrontée à ça, à me dire ok, qui je veux être en fait, comment je veux me sentir lorsque je crée, parce que je suis persuadée que la manière dont on se sent quand on crée donne un pouvoir de transformation à notre œuvre qui ensuite va pouvoir agir de manière efficace sur la personne qui va la recevoir. Et là, je sais pas pourquoi je suis en train de m'énerver en disant ça. Donc je pense que j'ai pas choisi le sujet de l'énervement par hasard. Mais en tout cas, il y a un truc de l'art est réussi si il contient en lui-même un processus de transformation qui va transformer les personnes qui le reçoivent, comme l'œuvre, bref, comme elle a transformé la personne qui l'a créée. Et ceci étant dit, pourquoi peut-on considérer que l'art est alchimie? Eh bien, en réalité, c'est le même processus. Les alchimistes produisent leur grande œuvre, donc la pierre philosophale, en procédant à la transmutation de leur être, et les artistes créent leur grande œuvre sous la forme qu'ils le décident, que ce soit un tableau, une musique, un dessin, une photographie, et ce faisant, ils vivent une transformation intérieure, une transmutation de leur être. Je pense que l'artiste est un canal. La responsabilité de l'artiste, c'est pas vraiment de devenir super bon en technique ou de forcer une bonne idée à apparaître, ni de mettre volontairement ses émotions dans ce qu'il crée. Et par ailleurs, si vous êtes vous-même artiste, vous pouvez partager avec moi votre expérience. Est-ce que vous réussissez vraiment à mettre volontairement une émotion dans ce que vous créez? Je ne veux pas parler au nom de tous les artistes, mais personnellement, et peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans, je suis tout bonnement incapable de mettre volontairement une émotion dans ce que je crée. Je suis capable, en revanche, d'analyser ce que j'ai créé pour savoir quelle émotion en ressort. Et d'ailleurs, pour ça, les retours des personnes qui écoutent, qui regardent ce que j'ai créé, me nourrissent. Je me dis, ah oui, tiens, je ne m'étais pas rendu compte de ça, mais c'est peut-être ça que j'ai cherché à exprimer inconsciemment. Et le terme inconsciemment est très important. Et pour ça, j'aimerais parler de Jung, de Carl Jung et de Platon, la caverne de Platon. Je vais commencer par la caverne de Platon. La caverne de Platon, c'est un mythe, c'est une allégorie, une histoire qui raconte que des hommes étaient au fond d'une caverne et qu'ils voyaient sur le mur projeter des images, des ombres. Et vu que ces hommes n'ont jamais expérimenté autre chose que cette caverne, ils croyaient que les images, les ombres projetées sur ce mur étaient la réalité. Un jour, un de ces hommes a décidé de se retourner et a trouvé le chemin de la sortie de la caverne. Et lorsqu'il est sorti de cette caverne, il a pu contempler le monde tel qu'il est réellement. Et ce monde tel qu'il est réellement, Platon l'a appelé le monde des idées. Le monde des idées, ce serait ce que sont les choses en réalité, c'est-à-dire en dehors des perceptions illusoires que l'on peut s'en faire. Autrement dit, nous percevons les choses à travers nos sens,
Que sont les choses s'il n'y a plus personne pour les percevoir? Est-ce que les choses continuent à exister lorsque les perceptions cessent d'exister? Et par ailleurs, cet homme qui est parti contempler le monde des idées, tout le monde le prenait pour un fou. Bien, maintenant, on va passer à Carl Jung. Carl Jung, dans son approche de la psychologie analytique, il a choisi de rompre avec Freud et sa psychanalyse. Une des différences fondamentales, si ce n'est la différence fondamentale qu'il y a entre l'approche de Freud et l'approche de Jung, c'est leur rapport à l'inconscient, leur façon de théoriser ce qu'est l'inconscient. Freud va dire que l'inconscient, c'est un lieu, si on peut dire ça comme ça, où on va refouler nos pulsions sexuelles et que tout en fait est lié à cette pulsion première de reproduction qu'on peut avoir, qui est la sexualité, et que en gros, tout ce qui est inconscient reste dans l'inconscient. Et en fait, lui dit qu'on ne peut pas aller toucher à cet inconscient. Il est par définition inconscient. Jung ne va pas être d'accord avec cette définition. Et il va dire, non, l'inconscient c'est bien plus que ça. C'est pas seulement des pulsions sexuelles, ça en fait partie. Oui, on a une libido, et encore une fois, il a une définition très particulière de ce qu'est la libido, mais c'est pas le sujet de ce podcast. On a ça qui existe en nous, mais c'est juste une partie de l'inconscient. L'inconscient, c'est bien plus que ça. Et en réalité, sa vision de l'inconscient, que ce soit l'inconscient personnel ou l'inconscient collectif, se rapproche complètement de ce dont parle Platon à travers ce terme, le monde des idées. Alors, qu'est-ce que c'est que le monde des idées? Bien, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que je pense que c'est littéralement le monde des idées. Je vous propose de voir ça comme ça. Les idées. L'artiste est un canal. Je sais que plein de personnes peuvent ne pas être d'accord avec moi du tout quand je dis ça, mais je vous propose ma vision des choses, ok? L'artiste est un canal qui reçoit les idées qui existent dans le monde des idées, il les canalise en les faisant passer à travers lui, il les colore, il les sculpte et il les lâche dans la matière sous une forme d'œuvre. Ça vous fait penser à quelque chose? Oui, ça fait penser à la digestion et au transit. Et d'ailleurs, il y a une très belle, je ne sais pas si c'est le mot, mais il y a clairement une corrélation à faire entre le transit intestinal et la création artistique. Ce sera peut-être le thème d'un autre épisode, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, je trouvais que c'était intéressant de parler de l'éléphant au milieu de la pièce, parce que quand je dis ça, littéralement, on pense aux matières fécales, n'est-ce pas? En fait, l'artiste est actif en créant, parce qu'il a, bon là j'utilise l'image de l'écriture, il a un stylo et il a un papier, il est en train d'écrire, il est actif. Mais il doit faire preuve d'une forme de passivité également lorsqu'il est en train de créer. Sinon, il met trop de stress sur la création, il se bloque, il est dans une forme de compression de son être, et en réalité les idées ne peuvent plus passer. Quand je parle d'idées, je parle pas juste d'une idée, hop on a une idée, on la crée, non, c'est plus subtil que ça, c'est de l'information qui vient du monde des idées et qui se transmet. Donc c'est exactement ça que je vous disais tout à l'heure quand j'étais là, c'est quoi le prénom de Flamel déjà, c'est quoi, et qu'au moment où j'ai dit bon allez j'arrête de le chercher, paf je l'ai trouvé. Parce qu'en fait quand on arrête de chercher, on trouve. Vous avez jamais perdu vos clés dans votre appartement et vous les cherchez. Impossible de les trouver. Vous vous dites mais c'est pas possible. Et en fait, au moment où vous arrêtez de les chercher, bim, vous les trouvez. C'est cette forme de passivité dont je veux parler. Et comment atteindre cette forme de passivité quand on est artiste? Eh bien, en procédant à ce qui est également un procédé alchimique, le nettoyage de son être intérieur. On va, petit à petit, tendre vers devenir une pierre philosophale, devenir tellement transparent qu'on laisse passer la lumière. La lumière, ce sont les idées. On va polir notre être. Mais comment on fait concrètement? Eh bien, on est à l'écoute de nos pensées limitantes. Nos pensées limitantes, ça peut être « je suis nulle, je ne suis pas capable, je n'ai pas assez de technique, je fais plein de fautes d'orthographe, mais que va en penser ma mère? Mais là, ce que je dis, c'est offensant. Oh là là, mais au secours !»
En tout cas, c'est comme quand on est timide, qu'on a peur. Vous voyez, qu'on est là en mode, mais qu'est-ce qu'on va en penser? Mais qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Ou dans quelle étagère? Voilà, tout ça là, le travail de l'artiste, c'est de purifier son être, ses pensées, qui bloquent son accès à l'inspiration, aux idées. Et moi, je vous propose un exercice pour faire ça. Un exercice qui s'inspire du mouvement surréaliste. Les surréalistes, pareil, mouvement artistique qui est né au début du XXe siècle, avec l'émergence de la psychologie de Jung. Et aussi, les surréalistes, j'ai découvert ça récemment en faisant mes recherches pour cet épisode, les surréalistes allaient à des conférences du disciple du plus grand alchimiste du XXe siècle. Est-ce que je vous ressors le nom? Je pense qu'il est là. Le nom du disciple, c'est Eugène Cancelier, et cet alchimiste, ce grand alchimiste, Fulcanelli. Un être très mystérieux, il y a des gens qui disent qu'il n'a jamais existé. En tout cas, on ne sait pas qui il est, on ne l'a jamais su. Et certaines personnes disent qu'il est devenu immortel parce qu'il a réussi à atteindre l'éveil. Bref, là, ça se rapproche de la pensée hindouiste, bouddhiste. En tout cas, les surréalistes procédaient à ce qu'on appelle l'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est écrire en laissant venir absolument tout ce qui nous vient à l'esprit. Je suis une plante, je grimpe parce que dans la vie, les structures neuronales ne sont pas que des atomes qui gravitent au-delà des étoiles, ce sont aussi de la poussière de mon grand-père qui a appris à transfuser son thé dans l'essence de l'organisation. Par exemple, ok, ça peut être différent pour vous quand vous faites de l'écriture automatique. Mais le but, c'est de réussir à laisser passer absolument tout ce qui nous vient à l'esprit sans générer de blocage. Et en fait, moi, ce que je propose aux personnes qui participent à mon accompagnement qui s'appelle l'éveil artistique, c'est un accompagnement en 5 étapes très fortement inspiré de procédés alchimiques justement, qui permet aux artistes bloqués de produire plusieurs œuvres en répétant ces cycles en 5 étapes. Si vous voulez d'ailleurs rejoindre l'éveil artistique, en ce moment, vous pouvez candidater. L'ouverture aura lieu le 8 décembre pour une session de nouvelle année qui commencera le 5 janvier. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description. C'est le formulaire de candidature. Ça vous engage en rien, mais au moins vous pourrez lire l'intro, ça vous expliquera plus en détail. Ou alors à me suivre sur mon compte Instagram. Donc ce que je propose dans cette méthode, c'est un processus qui vise à repérer ces pensées limitantes et à les transformer. Grâce à ce processus-là, qui en fait s'appelle également du shadow work, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez chercher shadow work. Sur internet, vous allez trouver plein de contenus qui en parlent. Mais le truc qui est bien dans ma méthode, c'est qu'au moins vous avez une structure et vous rejoignez également une communauté d'artistes sur le même chemin que vous. Vous pourrez vous entraider et vous recevez également mon coaching personnel 1 fois par semaine. Mais en gros, vous avez le pouvoir, grâce à l'écriture notamment, de transformer ces pensées limitantes, déjà de les repérer et ensuite de les transformer. Parce que c'est en procédant à cette transformation que vous pourrez créer votre œuvre authentique et que vous pourrez exprimer votre être authentique. Et ça va au-delà, ça dépasse en fait des frontières de l'art. C'est la vie. En fait, ça va impacter votre vie. Vous allez vous sentir en fait comme si vous veniez de tomber amoureux. Dans cet état de contemplation du monde, dans cet état d'excitation, d'ouverture à l'inspiration et waouh, la vie est belle. C'est pas pour ça qu'on fait de l'art. C'est pas pour ça qu'on a envie de créer, pour se sentir mieux. Eh bien voilà, à travers ce podcast, je vous ai proposé une vision un peu plus élargie de ce que veut dire se sentir mieux grâce à l'art. Je vous invite à vous abonner si cet épisode vous a plu. C'était Lolita la Sirène. À bientôt.